L'Académie de magie de Kimberley n'est pas une académie comme les autres. Bien qu'on puisse dire que l'école est très exigeante, environ 80% des élèves obtiennent leur diplôme chaque année, les autres ayant été consumés. C'est le début d'une nouvelle année scolaire, et plusieurs étudiants, dans l'espoir de devenir magiciens, s'inscrivent à l'académie et sont prêts à réussir. L'excitation d'être un nouvel étudiant ne les quitte pas, alors que certains sont heureux. Une équipe entière de 6 étudiants, qui sont les personnages principaux de l'anime, n'ont pratiquement aucune idée de ce qu'ils vont rencontrer dans cette nouvelle école. Mais ils restent optimistes malgré tout. L'un d'eux, Oliver Horn, est le premier à franchir l'allée pour entrer dans l'école. Sur son chemin, une fleur se met à lui parler. Il appelle la fleur Madame, et Madame lui dit qu'il a l'air très anxieux. Il demande à Madame si elle peut voir comment il a l'air et s'il a vraiment l'air anxieux. Elle lui dit qu'il devrait au moins être joyeux de sa reprise. Même s'il ne connaît pas l'avenir terrible qui l'attend, il sourit et lui dit qu'il suivra son conseil. En s'éloignant, il se demande si c'est ainsi que la fleur sème la peur dans le cœur de chaque élève qui reprend l'école. Il pense à ces mots sur l'avenir terrible, et il admet qu'elle a peut-être raison, parce qu'il ne sait vraiment pas quel genre d'avenir l'attend dans cette école. Il s'arrête de marcher quand il voit une étudiante, Katie, debout devant lui, d'une manière craintive. Katie a également entendu les mots de Madame, et elle a très peur à cause de la façon dont la fleur lui a parlé. Elle pense au terrible avenir que cette fleur signifie et espère que ce n'est qu'une blague et non une réalité. Un autre étudiant, Guy Greenwood, qui voit Katie, réalise qu'elle est très effrayée et apeurée. Il la rejoint pour la consoler et lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter de ce que dit la fleur. Il lui explique que ce sont des magiflora, et la rumeur dit qu'elles se nourrissent des particules de magie environnantes, ce qui les rend bizarres. Il lui dit que ces types de fleurs de ce côté-là sont plus étranges qu'elle ne peut l'imaginer. Elle lui dit qu'elle aime aussi la faune, et elle est contente de pouvoir en voir autour de l'école. Ils essaient d'apprendre à mieux se connaître, et quand il lui demande quel genre de faune elle aime, elle répond qu'elle aime tout le monde, les grands, les petits et même les minces. Leur douce conversation est interrompue lorsqu'une autre étudiante, Michaela, crie sur un autre étudiant, Pete, parce que Pete est sur le point de marcher sur Madame. Pete lui demande s'il sait ce que Madame lui fera s'il lui marche dessus, et Madame le traite aussi d'élève grossier. Pete ramasse son sac par terre, ajuste ses lunettes et dit que ce n'est pas comme s'il avait demandé de l'aide à Michaela de toute façon. Alors qu'il est sur le point de reprendre son chemin, un autre élève entre. Elle est si différente des autres, et elle ne porte même pas les vêtements normaux que les autres élèves auraient pu porter. Elle ressemble à un samouraï, et l'autre élève se demande qui elle est, avec son attitude fière qui la précède. La jeune femme, Nanao Ibiya, marche à côté de tous les élèves et suit son propre chemin. Comme d'habitude, Madame essaie d'effrayer l'élève. Elle tente d'effrayer Nanao de la même manière et lui dit qu'elle a une tenue différente. Mais Nanao ne lui accorde même pas l'attention qu'elle recherche et s'en va. Oliver est tellement attiré par elle. Il ne sait pas si c'est à cause de sa façon de s'habiller, différente de celle des autres élèves, ou à cause de sa force et de son apparence supposée. Tout ce qu'il sait, c'est que ça ressemble à une prédomination. C'est comme le destin. Après cette rencontre fatidique entre ces 6 élèves, ils rejoignent les autres pour assister au premier défilé de l'école. Le défilé commence avec le passage de la faune. Quand Guy voit la faune, il se souvient que Katie lui avait dit qu'elle adorait la faune et qu'elle aimait les voir. Il la regarde, se demandant si elle va être excitée, mais il voit qu'elle a l'air plus perturbée qu'excitée. Il lui demande si elle n'aime plus la faune comme elle le prétendait, mais elle lui répond que la faune n'est pas le problème. Au lieu de ça, elle a un problème avec le fait que l'école organise un défilé de trolls devant eux. Dans ce même défilé, ils ont vu Flora, Fauna, un dragon et un troll. Katie dit à Guy que ce n'est pas bien car ils ont capturé un troll pour le faire défiler. Elle affirme qu'un troll est juste une espèce comme les humains. Et si ce n'était pas le cas que les humains ont envahi leur territoire, il n'y a aucune raison pour que les trolls se retrouvent au milieu des humains. Guy n'a pas la même opinion. Il lui dit que les trolls ne sont même pas aussi innocents qu'elle les fait paraître. Il lui rappelle que ce sont ces mêmes trolls qui détruisent les fermes humaines et tuent même des humains. Selon lui, les trolls sont juste comme n'importe quels autres monstres qui ont été capturés et peuvent être utilisés de n'importe quelle manière. Ça énerve d'autant plus Katie. Elle refuse d'accepter ce que dit Guy, et ses paroles la mettent tellement en colère que leur conversation se transforme en dispute. Pete, qui se tient devant eux en lisant son livre, se fâche qu'ils se servent de leur dispute pour le déranger.
Il les avertit d'arrêter, et Oliver leur dit qu'ils peuvent régler leurs différends individuels plus tard. Ils pourront mieux discuter quand ils connaîtront enfin leur nom, car, pour l'instant, ils sont encore étrangers l'un à l'autre. Katie réalise qu'Oliver a raison. Alors qu'elle est sur le point de se présenter, quelqu'un lui lance un sort et commence à contrôler ses jambes pour la faire courir vers le troll. Au début, Oliver et Guy supposent qu'elle le fait exprès et essaient de lui dire d'arrêter, mais elle crie que ses jambes courent toutes seules. Ils pensent qu'elle est sous un sort, et ils savent que si elle court vers le troll, elle mourra. Michaela McFarlane remarque aussi ce qui se passe, et elle va rejoindre Pete Raston, et ils courent tous pour empêcher Katie d'atteindre le troll. Le troll est devenu incontrôlable. Il tue 2 animaux, et au moment où Katie est sur le point de l'atteindre, la personne lève le sort sur sa jambe, et elle tombe. Le troll marche vers elle pour lui marcher dessus. Les autres élèves se demandent comment ils peuvent arrêter le troll, mais Nana crie « Halte !» et le troll s'arrête. Nana se place devant le troll et demande à Katie si elle peut marcher. Elle dit à Nana qu'elle ne peut pas marcher, et Nana dit qu'elle aidera Katie quand elle aura fini de s'occuper du troll. Les 4 autres élèves se demandent comment il est possible que Nana puisse vaincre le troll à elle seule. Michaela, voyant que Nana pourrait être en danger, décide qu'il vaut mieux qu'ils attirent l'attention du troll sur eux pour sauver Nana. Et Katie, elle, essaie d'utiliser sa magie, mais le troll n'est même pas dérangé. Oliver leur dit que le mieux qu'ils puissent faire est de distraire le troll. Il leur demande s'ils peuvent tous utiliser la magie du vent. Et quand ils répondent « oui », il leur demande de lancer leur magie du vent dans une direction, puis il crée un faux cri de dragon pour distraire le troll. Sa distraction fonctionne, et quand le troll est distrait, Nana sort son épée, et elle saute aussi haut que possible pour frapper le troll. Pendant qu'elle saute, ses cheveux changent de couleur pour une couleur innocente. Oliver se demande quel genre de personne elle est, et à leur grand choc, Nana vainc le troll. Elle descend et remercie les élèves qui l'ont aidée. Elle leur dit qu'elle n'aurait pas pu distraire le troll s'il n'était pas intervenu, et elle sent un engourdissement dans sa main. Elle dit à Katie qu'elle l'aidera à se relever une fois qu'elle aura récupéré. À cause de leurs actes de ce matin, ils sont séparés des autres élèves. Ils sont gardés dans une pièce où Oliver demande à Nana si elle avait un plan quand elle s'est tenue devant le troll. Nana répond que non, et qu'elle n'a même pas de katana. Il lui demande ce qu'elle aurait pu faire s'il ne l'avait pas interpellée, et lui dit qu'elle aurait pu mourir. Et elle répond que cela signifie qu'elle a été sauvée de mourir le premier jour d'école, ce qui est un signe de chance. Oliver a du mal à comprendre quel genre de personne elle est, mais il sait que la couleur innocente qu'elle a prise en combattant montre qu'elle a une bonne prédisposition pour la magie. Leur directrice, Esmeralda, arrive. Elle s'excuse pour ce qui s'est passé plus tôt et dit que le troll a été capturé et que les élèves blessés ont été emmenés pour être soignés. Elle leur dit que dans cette école, ce qui compte, c'est la liberté et le résultat. Elle leur rappelle que leur vie et leur mort sont entre leurs mains et qu'ils peuvent soit mourir, soit vivre. Elle suppose qu'ils pensent peut-être qu'elle plaisante, mais elle affirme qu'elle est sérieuse. Elle dit que sur 100% de ceux qui ont repris l'école ce jour-là, seulement 80% d'entre eux obtiendront leur diplôme en vie. Certains seront dévorés par des monstres. D'autres seront entraînés par les monstres qu'ils invoquent. Et dans un cas ou dans l'autre, environ 20% d'entre eux mourront de toute façon. Et on dira que ceux qui meurent ont été consumés par la magie. Elle affirme qu'elle ne se sent pas mal à ce sujet parce que c'est ainsi qu'ils ont élevé les normes de leur école jusqu'à ce jour. Elle leur rappelle leur rôle et leur demande s'ils ont une question. Nana lui dit que si elle a mal à la tête, elle devrait se masser les tempes. Esmeralda lui demande si c'est la question qu'elle a, et Nana dit que ce n'est pas vraiment une question mais un conseil parce qu'Esmeralda a l'air d'avoir besoin d'aide. Esmeralda dit qu'en l'absence de questions, ils devraient tous aller chercher leur bouquet. Elle dit qu'ils sont libres d'interagir les uns avec les autres et de s'asseoir. Ils se demandent où ils vont s'asseoir puisqu'il n'y a pas de siège, et elle utilise sa magie pour les transporter jusqu'au bouquet. Dans la salle à manger, les anciens élèves les rejoignent et essaient de les accueillir à l'école. Ils leur disent que même si la directrice est peut-être dure, tout ce qu'elle a dit est vrai. Mais les élèves de terminale essaient de rendre l'école plus sûre pour les nouveaux. Comme c'est l'heure de manger, les élèves se réunissent à nouveau, mais cette fois, Katie n'est pas avec eux parce qu'elle a été emmenée pour être soignée. Elle les rejoint, et ils se présentent.
Michaela McFarlane leur dit qu'elle est la fille aînée de la famille McFarlane, et Guy la reconnaît également grâce à la chevelure caractéristique de leur famille. Katie Alto se présente et dit qu'elle est une étudiante transférée de Farnland. Guy Greenwood leur dit qu'il est issu de nombreux fermiers magiques et qu'il aime les plantes. Pete Raston affirme qu'il n'est pas nécessaire de se présenter parce que sa famille est roturière et qu'il n'est pas là pour se faire des amis avec eux. Il se concentre sur son livre et Olivia reconnaît le livre qu'il lit, alors ils discutent un peu. Nanae Ibiya leur dit qu'elle est issue d'une famille de samouraïs de Yamatsukuni et qu'elle est venue ici après qu'un homme nommé McFarlane l'ait sauvée de la mort à la guerre et lui ait demandé de venir. Elle dit que cet homme a les mêmes cheveux que Michaela, et Michaela dit que c'est son père, qui travaille comme chargé de cours à temps partiel à l'école. Oliver Horn se présente comme un magicien issu d'une longue lignée de magiciens. Il dit qu'il a des sœurs et des frères qui ont obtenu leur diplôme de cette même école, mais qu'il vit actuellement avec un parent. Ils font connaissance, mangent et vont à leur dortoir. Par coïncidence, Oliver et Pete sont colocataires. Quand Oliver se réveille le lendemain, il va couvrir le corps de Pete pour qu'il n'attrape pas froid, car il se souvient que Pete l'avait prévenu de ne pas le déranger quand il lit. Oliver se promène et rencontre une femme au hasard. Il lui demande qui elle est, et elle lui dit que son frère, Gwyn, l'a désignée comme l'escorte secrète d'Oliver. Oliver lui demande son nom, et elle se présente comme Teresa. Il espère revoir son visage plus tard. En se promenant, il voit par hasard Nanae se baigner nue. Il utilise rapidement la magie pour la couvrir et lui demande pourquoi elle fait ça en public. Elle répond qu'elle ne se baigne pas, mais qu'elle se purifie du sang de la veille. Il s'enquiert des cicatrices qu'il voit sur son corps, et elle lui dit qu'elle date de la guerre. Quand elle a fini son bain, elle prétend qu'elle n'a rien pour se laver le corps. Alors, il lui donne son manteau. Elle le remercie et lui dit qu'elle lui est redevable. Il la regarde aussi, se demandant comment, malgré son apparence étrange et innocente, elle dégage une odeur de sang. Le deuxième épisode de cet animé commence le lendemain matin à l'Académie Kimberly, quand Oliver et Pete retrouvent de leurs autres amis. Un autre étudiant nommé Guy les rattrape en courant, car il a failli manquer ses cours à cause d'une grasse matinée. Selon Guy, grâce à une horloge dans sa chambre, il a pu se réveiller juste à temps. Nanae est fière de dire à Guy qu'elle n'a pas besoin de réveil pour se lever et affirme qu'elle se lève naturellement vers 6 heures du matin. Guy remarque que Nanae porte enfin l'uniforme de l'académie. Alors elle explique que l'uniforme est arrivé dans sa chambre la nuit précédente. Grâce à l'uniforme, elle a enfin l'impression d'être une vraie mage, et tout le monde l'encourage pour ça. Sauf Oliver, qui se perd dans ses pensées, repensant aux cicatrices de Nanae, qu'il a vues dans l'épisode précédent. Guy sort Oliver de ses pensées, lui demandant pourquoi sa robe a l'air humide, et Oliver lui dit qu'il imagine des choses. Pete ne supporte plus cette conversation sans fondement et veut découvrir ce qu'est un cours de magie. Il s'excite comme un bébé, alors ses amis commencent à le traiter comme tel. Nanae exprime qu'elle est impatiente d'apprendre la magie, et ensemble, ils se dirigent vers leur tout premier cours d'art de l'épée. Le professeur, nommé Luther, souhaite la bienvenue à tous les élèves dans la classe. Avant de passer aux leçons pratiques, Luther explique d'abord aux élèves ce que sont réellement les arts de l'épée. Pete se porte volontaire pour répondre et commence à faire le faillot. Du coup, la plupart des élèves de la classe commencent à le mépriser. Pete explique à Luther que les arts de l'épée sont des techniques exécutées avec des atamés, comme celui qu'il tient à la main. L'utilisation de ces atamés a commencé il y a 400 ans, lorsqu'un mage célèbre nommé Wilf Baderwell a perdu un duel contre un moldu, ou un non-magicien, au corps à corps. Depuis lors, les mages ont commencé à porter des atamés pour faire face aux attaques à courte portée et éviter d'être battus lorsqu'ils ne peuvent pas et ne peuvent pas réciter une incantation. À partir de ce moment-là, les mages ont commencé à se battre avec des épées ainsi qu'avec des baguettes. Devenant ainsi les guerriers parfaits, Luther remercie Pete pour son explication et lance le premier jour de cours en demandant à 2 personnes de s'affronter en duel pour le reste des élèves. Luther demande s'il y a des volontaires ayant déjà de l'expérience dans le combat, et Nano lève immédiatement la main. Richard, un des étudiants qui rabaissait Pete, se porte volontaire pour affronter Nano en duel. Richard prétend avoir entendu des histoires sur Nano qui aurait vaincu un troll avec une simple épée, et il veut voir si elle est vraiment à la hauteur. Mais en réalité, il veut exhiber ses propres compétences et il méprise Nano. Sachant qu'elle est faible au combat physique, Oliver le comprend aussi. Alors avant que Nano ne soit humilié par Richard dans ce duel,
Il dit à Luther qu'il aimerait lui aussi affronter Nano en duel. Oliver dit à Richard de se retirer, affirmant que c'est lui qui devrait l'affronter en duel car c'est lui qui a combattu le troll à ses côtés. Mais Richard ne peut pas laisser passer cette occasion. Alors Michaela le défie en duel à la place pour mettre fin à ce dilemme. Richard sait que Michaela est plus forte que lui, mais il accepte quand même le défi car il veut bien paraître devant les autres. Alors, le professeur, Luther, annonce aux étudiants que le premier duel aura lieu entre Oliver et Nano et que le deuxième duel aura lieu entre Richard et Michaela. La première paire se dirige vers le centre de la classe pour son duel et s'incline l'un devant l'autre avant de dégainer leurs épées. Luther lance un sort anti-mortel sur leurs deux épées afin qu'aucun d'eux ne soit blessé. Il leur dit que les règles sont simples et le duel se terminera si l'un d'eux reçoit un coup mortel à la tête ou à la poitrine. Oliver décide d'être indulgent envers Nano, car il éprouve de la sympathie pour elle, puisqu'elle ne sait pas utiliser la magie. Mais c'est une erreur, car Nano change ses cheveux en gris et attaque Oliver de toutes ses forces. Oliver se défend à peine contre elle et essaie de dévier ses puissantes attaques. Ils entrechoquent leurs épées, et voyant à quel point ses compétences sont mortelles, Oliver réalise que Nano a définitivement du sang sur les mains. Il perd l'avantage quand, soudain, Nano commence à pleurer en se remémorant son passé. Oliver ne veut surtout pas qu'elle pleure. Alors, il déploie tout son potentiel pour la ramener au présent. Son intention meurtrière et celle de Nano deviennent si fortes que Luther est forcé d'arrêter leur duel et les gronde tous les deux pour avoir brisé son sort anti-létalité. Le duel touchant à sa fin, Michaela demande à Richard ce qu'il pense de Nano maintenant. Elle sait que Richard n'a aucune chance ni contre elle ni contre Nano. Alors elle décide de ne pas l'humilier et retire son défi précédent. Luther commence le cours, mais Oliver n'y assiste pas. Alors, Nano le rattrape et dit à Oliver qu'elle regrette que leur duel ne se soit pas terminé correctement. Elle désire donc le combattre à nouveau, mais Oliver refuse, lui disant qu'il ne veut plus jamais combattre quelqu'un comme elle. Il sait que s'ils se battent à nouveau, ils finiront par s'entretuer, ce qu'il ne veut pas car il a développé des sentiments pour Nano. Alors il s'éloigne d'elle, la laissant perplexe. Plus tard, sur le campus de l'académie, Guy se lamente sur la difficulté des leçons d'aujourd'hui. Guy raconte à tout le monde qu'en cours de sortilège, le professeur, Francis, était contre tout ce que Luther leur avait enseigné et a justifié son point de vue en disant qu'un mage n'a besoin que de sa baguette. C'est pourquoi Guy est surpris de voir des conflits internes entre les professeurs de la même académie. Du coup, il n'a pas du tout envie d'assister au prochain cours. Malgré tout, il doit le faire. Et il va assister au troisième cours de la matière, biologie magique. Le professeur de ce cours, Vanessa, se révèle également être une folle et commence son cours en disant aux étudiants qu'en tant que mages, ils doivent traiter toutes les créatures magiques comme de simples ressources. Selon elle, leur seule tâche est d'apprendre à exploiter au mieux les créatures magiques. Alors, elle leur donne une tâche en invoquant des vers à soie magiques sur chaque bureau d'étudiants et en leur disant qu'ils doivent exploiter des créatures comme celle-ci. Par exemple, les mages peuvent faire grandir ces vers à soie et produire autant de cocons que possible tant qu'ils les nourrissent avec de la magie. Elle montre comment faire et nourrit tellement de magie au ver à soie que son cocon devient noir et qu'il se transforme en un monstre féroce. Alors, Vanessa dit aux étudiants d'apprendre d'abord à contrôler correctement leur magie afin que ces vers à soie ne se transforment pas en monstres féroces. Elle leur donne même le défi de faire 5 cocons parfaits sur 10. Et si l'un d'eux échoue, ils devront nettoyer eux-mêmes leurs dégâts. Le test commence, et les étudiants commencent à nourrir de magie les vers à soie qui leur ont été attribués. Alors que certains échouent, Michel transforme facilement 5 vers à soie en cocons avec un seul échec. Michel voit que Katie et Pete ont du mal. Alors elle demande à Oliver de les aider. Elle voit que Nano a aussi des difficultés, mais elle ne demande pas à Oliver de l'aider, car elle se rend compte qu'ils ne se parlent plus pour une raison quelconque. Alors, au lieu de lui, Michel décide d'aider Nano elle-même et ignore Guy, qui a également des difficultés. Avec l'aide d'Oliver, Pete termine à peine avec 5 cocons parfaits. Mais Katie reste lente et régulière, transformant soigneusement les 10 vers à soie en cocons parfaits, car elle ne veut en tuer aucun. Elle prend son temps, mais ne parvient pas à empêcher le dernier de noircir alors que son mana commence à fluctuer. Malgré tout, Katie essaie de sauver le ver à soie, mais il se transforme en un monstre féroce et l'attaque. Oliver et Michel viennent à son secours,
Mais à cause de cela, ils finissent par être pénalisés avec des points négatifs par Vanessa. Plus tard à l'infirmerie, Katie soigne la blessure à sa main causée par le verre à soie et s'excuse auprès d'Oliver de lui avoir causé des ennuis. Elle lui explique qu'elle ne supporte pas la cruauté envers les animaux parce que sa famille en avait beaucoup, y compris des demi-humains, et qu'elle s'y est attachée. C'est en gros le Norbert Dragono de cet anime, et elle affirme avoir été très proche d'un troll nommé Patro, et l'avoir traité comme son ami, même si n'importe qui d'autre l'aurait considéré comme une menace. C'est pourquoi, chaque fois que Katie voit un animal ou un demi-humain se faire blesser, elle ne peut pas le supporter. Elle sait que la société doit faire ses choses pour progresser et maintenir le cycle. Elle sait que pour un mage, tout ce qui n'a pas de droits humains n'est qu'une ressource à exploiter. Mais même si elle est elle-même une mage, elle ne peut pas l'accepter. Elle dit à Oliver qu'elle ne veut pas accepter ce qui est normal ici, à l'Académie Kimberly, comme l'incident du troll ou la classe précédente. Oliver comprend les sentiments de Katie et acquiert un nouveau respect pour elle en tant qu'être humain. Il réalise que la maison d'enfance de Katie devait être comme grandir parmi les anges au paradis, puisqu'elle vivait avec tant de créatures, mais Oliver pense qu'elle doit s'adapter maintenant car c'est la terre, pas son paradis, et lui dit de ne pas agir comme un ange car ce monde cruel n'a pas de place pour eux. Il dit à Katie que si elle choisit toujours de rester la personne gentille qu'elle est, elle le peut, car c'est sa vie et c'est parfaitement bien d'être plus noble que les anges. Katie est surprise d'entendre des paroles aussi gentilles venant d'Oliver Wright après avoir proféré ses coups durs. Mais avant qu'elle ne puisse remercier Oliver, il reprend son discours et lui dit que la cruauté n'est pas tout dans ce monde, mais juste une petite partie. Alors, il l'encourage à explorer le monde avant de décider si elle veut rester une personne noble ou un être cruel et égoïste comme la plupart des autres mages. Oliver quitte l'infirmerie après avoir dit à Katie qu'elle peut affronter toutes ses difficultés avec ses amis, révélant que les autres les espionnaient. Oliver sort ensuite sur le campus et rencontre Madame Karst, qui lui demande si son premier jour à l'académie a été difficile. Karst révèle qu'elle a observé toutes les activités d'Oliver à l'académie et lui dit qu'il devrait choisir ses amis avec plus de soin. Elle se moque de Katie, la traitant d'incompétente car elle n'a même pas pu tuer un ver à soie et suppose qu'elle ne pourra pas survivre ici. Mais Oliver fait comprendre à Karst qu'il peut choisir ses amis lui-même et lui dit de ne pas s'immiscer dans sa vie privée. Il lui demande ce qu'elle fait ici et elle explique qu'elle se rend à l'atelier du maître Gwyn. Elle doit donc quitter Oliver un moment et lui demande la permission de partir. Oliver lui donne la permission. Et avant qu'elle ne parte, il lui dit de saluer Gwyn de sa part. Oliver rejoint ensuite ses amis au dîner et ils mangent ensemble. Katie dit à tout le monde de ne plus s'inquiéter pour elle, car elle ne se sent plus malade. Katie se tourne alors vers Nano et remarque qu'elle n'a pas l'air très enjouée. Alors, elle demande à Nano si quelque chose la tracasse, mais Nano prétend que tout va bien. De son côté, Pete remarque qu'il n'a pas son livre avec lui. Alors il réalise qu'il a dû l'oublier par accident en cours de spolologie et décide d'y retourner. Oliver et Michaela se lèvent immédiatement pour accompagner Pete, et Oliver explique à Pete que les choses qui se perdent à Kimberly Academy ne se retrouvent pas facilement. Michaela suppose qu'une fée espiègle pourrait être derrière la perte du livre de Pete, et cela lui donne une raison de plus de l'aider. Alors, ils retournent tous les trois en classe, laissant Guy, Katie et Nano à table. Apparemment, Kimberly Academy est construite au-dessus d'un labyrinthe géant, ce qui signifie qu'elle se transforme en donjon la nuit. Après avoir escorté Pete jusqu'à la salle de spolologie, le groupe trouve le livre qui traîne par terre, et Pete se sent enfin soulagé. Alors, il commence à pont à faire demi-tour. Cependant, le soleil se couche, et immédiatement leur chemin se transforme en un labyrinthe mystérieux. Oliver dit à Pete de ne pas s'inquiéter, car il pense que les professeurs qui patrouillent dans l'école vont venir les aider. Juste à ce moment-là, une voix déguisée en l'un des professeurs appelle Pete, mais Oliver avertit tout le monde que c'est un piège évident. Alors, la personne mystérieuse déguisée en professeur révèle qu'elle est une étudiante de 4e année nommée Ophélia. Oliver reconnaît son nom et lui dit qu'il a entendu parler de ses recherches maléfiques. Alors, Ophélia abandonne son attitude gentille et lance un sort pour inciter Oliver à s'approcher d'elle. Oliver repousse son sort et s'enfuit avec ses amis. Mais Ophélia ne les laissera pas s'en aller aussi facilement. Et avec l'aide de son associé, Cyrus, elle bloque leur chemin de fuite. Cyrus et Ophélia encerclent lentement Oliver et ses amis, ce qui fait battre le cœur de Pierre la chamade.
Oliver se rend compte que Pierre a peur. Alors il essaie de le calmer et lui promet que tout ira bien. Pierre essaie instinctivement de sortir son arme. Mais Oliver l'arrête une fois de plus car il sait que les mauvais élèves passeraient alors à l'offensive. Michaela agresse aussi, car elle sait aussi qu'essayer de se défendre ne donnera qu'à Ophélia une raison de les attaquer. Elle veut donc d'abord voir comment les choses se déroulent. Ophélia salue Cyrus comme s'il ne s'était pas vu depuis longtemps, et Ophélia révèle que Cyrus profane en fait les cadavres qu'il trouve. Mais Cyrus trouve que ce qu'Ophélia fait aux hommes qui l'attirent est bien plus dégoûtant. Il traite même Ophélia de succube, ce qui la met en colère, et elle menace de le blesser s'il la taquine encore. Cyrus n'a pas peur des menaces d'Ophélia. Cependant, car il révèle que la dernière fois qu'ils se sont battus, il lui a arraché la moitié des tripes. Ophélia sort son poignard car elle pense qu'il a dépassé les bornes, et ils se lancent tous les deux dans un combat. Cyrus utilise un sort pour invoquer un monstre squelettique gigantesque. Et en réponse, Ophélia invoque également un démon de son nombril. Alors que Pete commence à se demander quel genre de magie d'invocation dégoûtante Ophélia utilise. Oliver dissipe son malentendu et explique qu'il ne s'agit pas du tout de magie, et qu'elle est en fait en train de donner naissance à cet horrible démon. L'horrible démon engage un combat contre le monstre squelettique de Cyrus, ce qui fait trembler toute la zone. Alors, Oliver réalise qu'ils doivent rapidement fuir cet endroit avant d'être impliqués eux-mêmes. Mais avant qu'ils ne puissent s'échapper, Cyrus bloque une fois de plus leur chemin avec sa magie des os. Heureusement, Nana les trouve et arrive à point nommé pour les sauver. Le combat entre Cyrus et Ophélia semble toucher à sa fin, alors que son démon réduit le monstre squelettique de Cyrus en pièces, mais Cyrus reforme instantanément le monstre squelettique et lui ordonne de combattre le démon. Nana tranche le mur d'os avec son katana et s'avance pour protéger ses amis. Elle leur dit de s'échapper, car elle pense que si elle se joint au combat contre la succube et l'invocateur, les choses pourraient mal tourner. Le démon d'Ophélia détruit à nouveau le monstre squelettique de Cyrus. Alors il admet sa défaite et demande à Ophélia quel siège elle a mis dans son dégoûtant ventre cette fois pour invoquer un monstre aussi hideux. Ophélia révèle que Cyrus n'est pas meilleur qu'elle, et qu'il a en fait utilisé de vrais cadavres humains pour fabriquer le monstre squelettique. Nana réalise qu'il n'y a aucune raison de laisser ces êtres maléfiques s'enfuir et se précipite sur les deux monstres pour les tuer en premier. Oliver la suit donc pour l'aider, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, un étudiant mystérieux intervient et utilise sa magie de feu pour enflammer les deux monstres. L'étudiant mystérieux, nommé Alvin, révèle qu'Ophélia et Cyrus prévoyaient en réalité de recruter Oliver et les autres dans leurs équipes en utilisant ces manigances. Alvin est donc venu les arrêter et promet à Oliver et à ses amis qu'il ne laissera pas ces deux étudiants maléfiques leur faire du mal. Tout en se révélant être le président des étudiants de l'Académie de magie de Kimberly, Ophélia tente de s'échapper, mais Carlos, l'ami d'Alvin, la retient avec son épée, alors que Carlos amène Ophélia à Alvin. Cyrus se rend également. Alvin leur dit donc qu'il leur infligera leur punition une fois qu'ils seront retournés dans les profondeurs du labyrinthe. Carlos laisse alors les deux partir et explique à Oliver et à ses amis que Carlos et Ophélia essayent seulement de les recruter dans leurs équipes, puisqu'ils sont de nouveaux étudiants ici. Alvin est impressionné de voir comment Oliver et ses amis ont réussi à éviter d'être emmenés, et explique que, comme eux, de nombreux autres étudiants se sont également perdus dans le labyrinthe, mais qu'ils n'ont malheureusement pas pu échapper à l'emprise des élèves maléfiques. Alvin montre ensuite à Oliver et à ses amis la sortie du labyrinthe et les ramène à leurs amis inquiets, Guy et Katie. Alors que tout le monde est enfin soulagé que tous soient indemnes, Oliver se met en colère. Il attrape Nana par le col et lui demande si elle a un désir de mort, car elle les a imprudemment suivis seuls dans le labyrinthe. De plus, elle a essayé de sacrifier sa vie en affrontant seule ces deux monstres de niveau militaire. Donc, cela donne à Oliver une raison de plus d'être en colère contre Nana puisqu'il tient à elle. Michaela calme Oliver et leur dit à tous les deux qu'ils devraient simplement discuter. Le groupe se dirige donc vers son lieu de rencontre habituel, la fontaine, et attend que Nana explique pourquoi elle a essayé de gâcher sa vie à ce moment-là. Nana leur explique qu'elle a perdu son attachement à la vie il y a longtemps et qu'elle ne croit plus que tout cela soit réel. Nana explique que la guerre à laquelle elle a participé était l'une des pires batailles qu'elle ait jamais vues. L'ennemi de son pays, les Shuma Yashihisa,
menait une armée de 50 000 hommes, tandis que son pays n'avait que 200 hommes de son côté. Une fois que Nana a fait la guerre, elle s'est seulement souvenue d'avoir tué des gens les uns après les autres sans réfléchir, jusqu'à ce qu'elle se retrouve toute seule au milieu du camp ennemi. Bien qu'elle soit largement en infériorité numérique, Nana est restée déterminée à sacrifier sa vie juste pour obtenir la tête du chef du pays ennemi, Shuma Yashihisa. Elle a sauté de son cheval, a esquivé tous les soldats et a même tué le commandant, qui était directement sous les ordres de Shuma, même après avoir dégagé le chemin. Nana s'est retrouvée à nouveau encerclée par les soldats de Shuma. Shuma a félicité Nana pour être une adversaire aussi redoutable à un si jeune âge. Alors, il a décidé de lui accorder un dernier vœu avant de la tuer. Nana saisit cette occasion pour faire le vœu d'affronter Yasutsuna, le fils de Shuma, qui était apparemment le combattant le plus fort de son pays. Shuma lui révéla que le commandant qu'elle venait de massacrer n'était autre que son fils. En entendant cela, Nana ne pouvait pas croire que la personne la plus forte puisse être aussi faible. Alors qu'elle était consternée, Shuma décida de venger son fils et promit d'offrir à Nana une mort rapide plutôt que de la torturer, car elle était une guerrière forte. Il ordonna à tous ses soldats de tuer Nana, et tout le monde se précipita sur elle en même temps. Nana ferma les yeux, comme si elle acceptait sa mort. Mais les lances des soldats n'atteignirent jamais sa peau à cause d'une barrière magique, et un sorcier au-dessus d'elle, chevauchant un balai, se révéla être celui qui la sauvait. Le sorcier se révéla être Western, comme tous les autres étudiants de l'Académie Kimberly, et expliqua qu'il n'avait sauvé Nana que parce qu'il pensait que ce serait du gâchis de la laisser mourir, car elle était une enfant avec un immense potentiel. Ce jeune Dumbledore d'anime s'est alors approché de Nana pour l'inviter à venir dans son pays afin qu'elle puisse devenir une mage. Nana a accepté avec joie l'invitation du sorcier et a fini par arriver ici, à l'Académie Kimberly. Nana termine son récit et dit à tout le monde que tout, depuis lors, lui a semblé être un long rêve et qu'elle voulait seulement mourir pour réaliser son souhait avant que son rêve ne prenne fin. Oliver lui demande de quel souhait elle parle. Et Nana lui dit que la joie ne peut être trouvée que dans une lame maniée par amour mutuel, et qu'il n'y a aucune joie dans une lame maniée par vengeance. Selon Nana, s'engager dans un combat loyal entre des adversaires qui se respectent et s'acceptent mutuellement, sans aucune animosité entre eux, est appelé le bonheur, car c'est ce qu'on lui a enseigné à l'école de son pays. Nana explique que lorsqu'elle s'est battue contre Oliver lors du premier cours, elle a ressenti ce bonheur et a voulu que sa vie se termine à ce moment-là. C'est pourquoi, lorsque le professeur a interrompu le combat, elle s'est approchée d'Oliver juste après pour qu'ils se battent à fond l'un contre l'autre. Mais Oliver a rejeté son souhait à l'époque, car il ne voulait pas blesser ses amours. Nana sait aussi qu'Oliver n'a aucune raison de se battre à mort, mais elle lui reproche de ne pas avoir cédé, car elle se sent blessée et fond en larmes. En résumé, parce qu'Oliver a blessé les sentiments de Nana, elle a cessé de se soucier de tout et a voulu mourir. Nana dit même directement à Oliver qu'elle est soit tombée amoureuse de lui, soit de sa lame, ce qui pour elle revient au même. Michaela fait comme si elle comprenait ce que ressent Nana, une guerrière qui essaie de se faire tuer par celui qu'elle aime. Mais Michaela ne peut pas laisser faire ça, car Nana n'est plus une guerrière, mais une mage. Michaela dit à Nana de se contenter d'un duel non mortel contre Oliver, mais elle répond qu'elle ne sera satisfaite que si elle a la vraie chose. Michaela réalise donc que Nana doit changer de perspective et trouver une nouvelle façon de vivre. Elle prend la main de Nana et lui dit de ne plus chercher un moyen de mourir, car Kimberly en a déjà beaucoup trop. Michaela assure à Nana que ce n'est pas un rêve et qu'elle devrait passer son précieux temps avec la personne à qui elle vient d'avouer être amoureuse. Et surtout, Michaela fait comprendre à Nana qu'elle a ici des amis qui veulent aussi passer du temps avec elle. Alors que Nana commence enfin à comprendre à quel point sa vie est précieuse, Oliver lui demande de lui promettre qu'elle n'essaiera plus jamais de se tuer, quoi qu'il arrive. Nana jure à Oliver qu'elle ne tentera plus jamais de mettre fin à ses jours et s'excuse de lui avoir fait s'inquiéter pour elle. Elle demande à tout le monde de lui apprendre à vivre sa nouvelle vie ici en tant que mage et explique qu'elle n'a rien compris au cours jusqu'à présent. Même si Nana n'est pas l'élève la plus brillante, elle peut s'améliorer car elle a des amis qui sont prêts à l'aider. Ils se réconcilient et terminent leur journée dans la joie. Le lendemain matin, à l'Académie Kimberly, Nana court avec enthousiasme vers Oliver et les autres qui l'attendent avant de saluer ses amis. Nana s'excuse encore auprès de tout le monde de les avoir inquiétés hier et promet de devenir une meilleure personne.
Elle exprime qu'elle est maintenant impatiente d'apprendre les voies des oies de la magie. Alors le groupe commence à se diriger vers la classe. Nana s'approche d'Oliver pour marcher ensemble, car elle veut voir son visage de près. Oliver est mal à l'aise et lui demande pourquoi elle fait ça. Alors elle explique qu'elle ne fait que regarder la personne dont elle est amoureuse. Oliver rougit et essaie de s'éloigner. Alors Nana lui demande si elle l'a contrarié. Oliver explique que ce n'est pas ça et qu'il est juste timide. Alors Nana s'approche de lui encore et devient tactile avec lui. Le groupe se dirige ensuite vers le cours d'art de l'épée, où Léonard explique aux élèves les 6 techniques d'épée invisible connues sous le nom de technique de l'épée magique. Les élèves commencent à pratiquer leur maniement de l'épée lorsque le personnage secondaire, agaçant, décide de faire son entrée pour ennuyer Oliver. Oliver décide d'en finir en perdant délibérément un duel contre cet imbécile égoïste pour le mettre en valeur. Mais Nana sent qu'Oliver veut perdre. Mais elle ne veut pas être la petite amie d'un perdant. Alors, elle lui dit de se battre de toutes ses forces. Oliver prend ses paroles au sérieux. Mais avant qu'il ne puisse commencer, Léonard les arrête immédiatement. Plus tard, Michela dit à Oliver qu'elle et Richard ont grandi ensemble et qu'ils étaient constamment comparés l'un à l'autre. Et elle pense que c'est de sa faute s'il est devenu comme ça. Pete arrive et les informe tous les deux que Katie s'est enfuie pour sauver le troll qui l'a attaqué lors de la cérémonie d'ouverture. En parlant de Katie, elle est en train d'essayer de convaincre le professeur de ne pas tuer le troll. Mais le professeur, Darius, pense qu'elle dépasse les bornes et utilise littéralement Crucio sur elle. Ses amis arrivent pour la sauver, alors Darius pense qu'il devrait recevoir la même punition. Mais un étudiant de dernière année nommé Milligan vient à leur secours et empêche Darius de faire une bêtise. Le professeur Léonard arrive également pour s'opposer à l'exécution du troll, comme la directrice l'avait également accepté. Alors, Darius s'en va, et Katie est enfin heureuse d'avoir sauvé une autre vie. Encore une fois, avez-vous apprécié ce résumé? Si c'est le cas, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne afin que nous puissions vous proposer le résumé des prochains épisodes de cette étrange série animée. À la prochaine, restez en sécurité et prenez soin de vous.